Moi, je suis une star des maladies infectieuses. J'ai tout eu, j'ai un cursus qui fait rêver à peu près n'importe qui, aussi bien la fonction officielle. J'étais le plus jeune président de l'Université de France, le plus jeune président de médecin, le plus jeune de tous les professeurs de la classe exceptionnelle, le professeur le plus ancien dans le grade le plus élevé de tout ce pays en médecine. J'ai tout eu dans ma vie. Donc, si vous voulez, c'est moi l'élite. C'est une fantaisie, l'idée d'une seconde vague. Non, mais on peut tout imaginer, on peut avoir de l'imagination surtout, mais c'est de la science-fiction. Donc on peut penser ça, on peut penser le contraire. Moi, je veux pas avoir des opinions sur des choses. Vous n'avez pas d'opinion sur l'idée d'une seconde vague? J'ai l'opinion que si vous voulez des infections respiratoires dans lesquelles il y a des secondes vagues, hein, pas. Donc je vois pas pourquoi il y en aurait pour celle-là, quoi. Non, les gens font un peu un fantasme sur la grippe espagnole. Bonjour professeur Raoult. Commençons par l'épidémie, si vous le voulez bien. Tout le monde constate que la courbe s'aplatit, mais vous dites l'épidémie, c'est fini, c'est terminé, elle est derrière nous. C'est une conviction ou c'est une certitude? Non, les choses sont pas si simples. Il y a un certain nombre de domaines dans lesquels les choses sont pas juste oui ou non. Les courbes épidémiques en général ont cette forme-là. La plupart des courbes épidémiques des maladies saisonnières qu'on a se présentent comme ça, qui sont une courbe en U avec une queue d'épidémie qui s'allonge plus ou moins, mais qui est ce que nous on voit. Et donc ce que j'avais communiqué au président, d'ailleurs, je pense que ça a pesé dans la balance de la décision des confinements, parce que on voyait que si la pente continuait comme ça, c'est au mois de mai que les choses disparaîtraient ou deviendraient entièrement marginales. Et c'est des raisons très complexes et extrêmement difficiles à comprendre. Et je peux dire que personne d'entre nous, enfin dans les gens qui travaillent, hein, ceux qui ont des opinions, c'est pas très compliqué. Mais parmi les gens qui travaillent, personne ne sait pourquoi l'épidémie commence comme ça, devient de plus en plus contagieuse avec la durée entre la contamination et l'infection de plus en plus courte. Et puis un pic, et puis ça redescend, et puis la maladie devient de moins en moins contagieuse. Et dans votre esprit, il n'y aura pas de rebond dans les semaines qui viennent, mais est-ce qu'il n'y aura pas non plus de deuxième vague? Autrement dit, le virus ne reviendra pas à l'automne pour vous? Ah non, mais j'en sais rien du tout. Si vous voulez, l'histoire du rebond, c'est-à-dire du dos de chameau, si vous voulez, c'est de l'émotion. Dans les épidémies de cette nature, jusqu'à présent, les épidémies qui sont elles ressemblent plus à des dos de dromadaires qu'à des dos de chameaux. Bon, vous êtes plus prudent aujourd'hui alors. Vous disiez, il est raisonnable de penser que d'ici un mois, il n'y aura plus de cas du tout dans les pays tempérés. C'était le 21 avril, on est un mois après. Bien sûr, l'épidémie, la courbe s'aplatit, ça c'est vrai. Mais enfin, il y a encore des milliers de cas tous les jours un peu partout. En Europe, aux États-Unis. Ici, écoutez, honnêtement. Ici, on est à quelques centaines de cas par jour, en France, hein, j'entends en France. Nous, je vois, ici, on a un cas par jour. Un cas par jour ici à Marseille. Donc, si vous voulez, encore une fois, je suis ravi d'ailleurs qu'on fasse l'exégèse de mes textes. Ah ben je l'ai fait, j'ai regardé vos déclarations, je vais vous en donner quelques-unes. Je pensais pas que les choses que je racontais pouvaient susciter un travail aussi intense, mais j'en suis ravi. Vous aviez été jugé à ce point catégorique que le ministre de la Santé, Olivier Véran, vous avez quand même répondu, quand vous aviez dit l'épidémie c'est terminé, Didier, tu es un bon médecin, un bon chercheur, un excellent virologue reconnu, mais un, tu n'en sais rien, deux, tu t'es planté la première fois quand tu pensais qu'il n'y aurait pas de première vague. Donc voilà, Olivier Véran, vous avez... Moi, je commente pas non plus jamais ce que disent les gens. D'abord parce que je veux pas être désagréable. En plus, il a l'âge d'être mon fils, donc j'ai beaucoup d'indulgence pour lui, si vous voulez. Je trouve qu'il est dans une situation complexe. Si on m'avait proposé le même métier, je l'aurais pas fait parce que j'aurais considéré que j'étais incapable de le faire. Et donc, il dit ce qu'il pense, et puis il joue son rôle. Et puis, encore une fois, chacun joue son rôle. Lui joue le sien, moi je joue le mien. Et sur vos déclarations sur la première vague, là, vous dites j'avais été imprudent, parce que j'en rappelle quelques-unes. Fin janvier, il y a 3 Chinois qui meurent, ça fait une alerte mondiale, l'OMS s'en mêle, on en parle à la télé, c'est fou, on a perdu toute lucidité. Plus récemment, en mars, dans la Provence, je doute que ce virus fasse 10 000 morts dans le monde. Il en a fait 345 000. Non, il avait déjà fait en mars 10 000 morts. Qu'il fasse peu importe. Encore une fois, je ne veux pas parler de ce qui est médié. Je continue à penser. Alors, si vous voulez savoir... Pardonnez-moi, parce que vous n'êtes pas le seul dans ce cas. Beaucoup de médecins, d'épidémiologistes ont sous-estimé l'épidémie au départ. Mais si vous regardez le nombre de morts qu'il y a eu en Chine, d'accord, tout confondu, qui a considéré que c'est la chose la plus dramatique qui s'était passée dans une espèce d'émotion et de déraison qui a pris tout le monde. Vous verrez, c'est invisible.
Ce qui s'est passé en Chine, c'est invisible. Mais il y a eu un confinement drastique. Non, mais là, vous me dites pourquoi. Moi, je vous dis quoi? Pourquoi, j'en sais rien. Vous non plus, d'ailleurs. Pourquoi? C'est une question à laquelle on ne peut jamais répondre parce que les choses sont multifactorielles. Les Espagnols ont trouvé que les patients confinés étaient plus positifs que les patients non confinés. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Vous pensez que le confinement en Chine n'a pas eu d'incidence sur le bilan? Je n'en sais rien. Le confinement, moi, la chose dont j'avais le plus peur, que j'ai exprimé à plusieurs reprises, ce qui explique probablement, si vous êtes suffisamment intelligent pour le comprendre, ce que je pense, c'est que ce dont j'ai eu le plus peur, c'est de la peur. Si le confinement a aidé à gérer la peur, alors c'était une très très bonne décision politique. Je ne le sais pas. Mais si, oui, ça a empêché des conduites dangereuses et ça a évité la panique, alors ça a été une bonne décision. Et ça, c'est pas à moi de la prendre comme décision, c'est même pas à moi de la juger. Alors, la chloroquine. Je vais essayer de vous expliquer quelque chose, mais qui est très compliqué. Parce que vous ne pouvez pas vous mettre à ma place et moi, je ne peux pas me mettre à l'autre. Vous êtes plus ou moins neutre, mais vous dites, écoutez, vous dites ça et eux disent ça. Mais moi, je ne suis pas dans cette situation. Nous, ici, on a traité 4000 personnes. Je les ai vues, c'est réel. D'accord, je suis dans la vraie vie. Et vous me parlez, vous dites, écoutez, il y a deux écoles, ceux qui croient, et donc si vous me laissez terminer sur les études, il y a 4 études qui trouvent que l'hydroxychloroquine ne marche pas. Toutes les 4 sont faites que sur du big data, il y a des gens qui n'ont pas vu de malades, et il y a 8 études qui ont été faites par les médecins qui ont observé les malades, et il y en a 7 sur 8 qui trouvent que la chloroquine est efficace. Avec des groupes témoins? Oui, bien sûr, que des études comparatives, bien sûr. Et pourquoi vous n'avez pas mené une telle étude? Avec un groupe témoin et avec un placebo, puis avec un groupe que vous traitez avec votre traitement? Mais parce que moi, écoutez, je vais vous dire, encore une fois, vous ne pouvez pas comprendre ce que je vous dis. Donc je vais essayer de vous le dire. Mais à travers moi, c'est aux gens que vous vous adressez. Et qui se demandent pourquoi vous n'avez pas fait cette étude randomisée, comme on dit. Non, détrompez-vous, les gens ils pensent comme moi. Vous croyez qu'ils pensent comme vous, mais vous vous trompez. Ils sont divisés. Non, détrompez. Vous voulez faire un sondage entre vous et moi? Non, mais moi, je suis pas de la partie. Moi, je ne fais que poser des questions. Vous voulez faire un sondage entre Véran et moi pour voir qui y croit? Vous voulez voir ce que c'est que la crédibilité? À Marseille, je suis certain que vous avez un taux record. En France, faites-les les sondages. En France, les gens se posent la question. Faites les sondages. Regardez, moi, je les ai vus, les sondages d'Odexa. Je les ai vus. Donc, mais est-ce que c'est une raison pour clore le débat, quand bien même les gens seraient derrière vous? Non, les gens comprennent ce que je fais. Ils ne comprennent pas, et vous ne le comprenez pas non plus. Vous utilisez des mots que les gens utilisent, randomisation, vous ne comprenez pas ce que ça veut dire vraiment. D'accord? Moi, je le comprends. Je sais ce que c'est mon métier. Alors, pardonnez-moi, je parle plus simplement. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas pris un groupe témoin placebo et un groupe témoin avec votre traitement? Vous savez quel est notre taux de mortalité ici? Sur 4000 patients traités, vous avez eu combien de décès? 0,5% de mortalité. Ouais. Est-ce que ce n'est pas le taux de mortalité général à peu près? Non, vous rigolez? Vous avez vu à Paris ce que c'est la mortalité? Alors, à Paris, dans le Grand Est, certainement. Mais dans les régions qui ont été peu touchées par le virus? Non, mais nous, on a été très touchés. Il y a eu beaucoup de cas ici, qu'est-ce que vous racontez? Mais pas plus que Nice, par exemple. Pas plus Si. que les Alpes-Maritimes, qui étaient tout près de l'Italie. Non, si, on a eu plus qu'ici. Au début, les Niçois, ont commencé l'épidémie un peu plus tôt que nous, mais nous, on a eu énormément, après les élections, je ne sais pas si ça va avoir les élections, mais il y a eu un boom absolument considérable. Non, il y a eu énormément de cas. Ici, honnêtement, il y a eu peut-être, je ne sais pas, 7 ou 8 000 cas de gens qui ont eu... Parce que vous avez énormément testé. Les Alpes-Maritimes qui ont beaucoup moins testé, mais au final, le nombre de morts, qu'on les teste ou pas, c'est un indicateur, avec le recul bien sûr, puisque c'est à 5 ou 6 semaines. Oui, non, bien sûr que c'est un indicateur. Et les Alpes-Maritimes ont moins de morts qu'ici, rapportés à la population. Bien sûr, mais encore une fois, dans les épidémies, il y a plusieurs facteurs. Il y a des facteurs, l'urbanisation, encore une fois, c'est maladie de l'écosystème, donc le degré d'urbanisation est un élément, c'est le degré de population dans une ville donnée. Donc nous, on a un degré d'urbanisation ou de densité de population qui est comparable au Rhône, par exemple, hein, donc qui est un bon comparateur. Hein. Mais encore une fois, il s'est passé quelque chose dans la région parisienne. Dans l'Île-de-France, par l'Île-de-France, il y a eu plus de morts avec la même population qu'à Wuhan, quand même. Donc il y a une question, quand même.
Et le une confinement question. n'a pas été le même. Il a été plus tardif, il a été Non, moins mais drastique. moi je suis content de m'expliquer la médecine, mais globalement, Non, je pardon. vous remercie. Encore une fois, je donne Non, mais- les arguments. Non, mais je vous remercie. de beaucoup de ceux C'est qu'on intéressant. entend, Généralement, c'est ce que je dis quand mes étudiants me disent une bêtise, je leur dis c'est intéressant. Donc c'est intéressant. Mais alors, je vous repose la question. Pourquoi, si vous voulez convaincre, professeur, vous avez envie que votre traitement, puisque vous y croyez, soit généralisé, qu'il aide à sauver des vies partout, pas seulement dans les Bouches-du-Rhône. Et si vous vouliez convaincre, pourquoi n'avoir pas fait cette étude en parallèle avec un groupe témoin? Non mais écoutez, on a encore une fois, vous vous trompez, c'est-à-dire que vous écoutez trop la télévision. Je vous le dis, nous avons commencé par faire une étude dans laquelle nous avions un groupe contrôle, qui était les Niçois, justement. Hein. Et quand nous avons arrêté notre étude, c'est parce que notre objectif, qui était la durée du portage du virus, était atteint de manière significative. Et c'est ce que l'on fait dans la science quand on n'est pas excité ou quand on raconte pas des balivernes. C'est-à-dire que vous mettez un objectif prioritaire. Je vais vous parler d'objectifs prioritaires et je vais vous parler de ce que sont les interprétations de données. Et donc vous dites, on l'a fait. Bien sûr, on l'a fait. C'est-à-dire, Mais on vous avait n'avez pas mis- publié ces résultats dans une revue. Non, mais moi, je pense que la revue qui triche le plus de toutes actuellement, c'est le New England et le Lancet et British Medical Journal. Je pense que c'est ces trois qui trichent le plus, et je le sais. J'avais discuté avec mes amis, pareil, qui me disent, mais écoute, est-ce que tu peux pas faire une étude comparative utilisant tes données en faisant un matching avec des équipes? Il n'y a pas de problème, nous, notre banque de données est entièrement disponible. Donc on m'a donné un nom, le nom de cette personne, je l'ai appelé, je dis, écoutez, venez quand vous voulez, c'est ouvert. Prenez, vous regardez. Tout est maintenant sur un énorme fichier anonymisé, 3600 personnes. Vous pouvez regarder et piocher, regardez tout ce que vous voulez. Puis il m'a dit, j'ai pas le temps. Et le même méthodologiste extrême, si vous voulez, a fait une publication avec d'autres Français, tout à fait extraordinaire. Je vous recommande. Vous pouvez pas le lire, c'est pas votre métier, mais vous regarderez si quelqu'un arrive à le lire pour vous. Dans British Medical Journal, dans lequel ils ont un groupe qui est effectivement traité par hydroxychloroquine et azithromycine. Et ce groupe, de 15 personnes, il y en a 0 qui partent en réanimation, 0 qui sont morts, et n'importe quel étudiant qui fait un test statistique là-dessus montre que c'est très significatif. Et ils n'ont pas fait le test en disant, nous n'avons pas fait le test parce que ça ne faisait pas partie des objectifs initiaux que nous avions. C'est extraordinaire. Donc vous êtes dans un monde dans lequel vous vous rendez compte, ils trichent autant que dans le vôtre, le monde. C'est des humains. Vous croyez Mais quand même pas comprenez que... bien, pour nous, grand public, vous nous dites, ces grandes revues, parfois elles font le travail à l'envers. Vous nous dites, l'étude randomisée, l'étude avec un groupe témoin, je l'ai en partie faite, mais je l'ai arrêtée. Et Non, je l'ai pas en partie faite. c'est comme si on devait vous croire c'est- sur parole. Non, mais vous écoutez... Enfin, il y a le bilan à Marseille, Non, mais encore une fois, ce écoutez, bilan à Marseille, si on regarde dans les régions vous savez, comparables, ce qui m'intéresse et ce qui était mon objectif principal, d'abord dans cet épisode-là, parce que j'estime que j'y étais vraiment prêt, que j'avais organisé cet institut pour le faire, c'est d'essayer de traiter le mieux possible les gens dans la situation dans laquelle ils étaient là. C'est moi terminé. Le juge de ça, c'est pas vous, c'est pas le gouvernement, c'est pas la presse, c'est les malades. Les malades, je peux vous dire que je n'ai pas de problème avec eux. Il n'y a pas un malade qui portait plainte contre moi. Laissez-moi terminer. Il y a beaucoup de familles de malades qui ont porté plainte contre beaucoup de gens. Et ça va être compliqué. Pas contre moi. Donc les malades, ce que vous racontez, c'est pas inintéressant. Mais moi, je peux vous dire le nombre de centaines de gens qui sont venus de Paris pour pouvoir se faire tester et éventuellement traiter ici. Laissez-moi terminer. Ça, c'est la première partie de mon métier. Moi, j'ai plusieurs métiers. Mon métier de médecin, c'était de gérer ça. Et maintenant, honnêtement, que les choses changent ou pas, comme la question se pose plus, honnêtement, pour mon métier de médecin, je suis paisible, je n'ai pas de problème. alors Deuxièmement, laissez-moi terminer. Deuxièmement, je suis un chercheur. Et comme chercheur, je n'ai pas... La question du temps, chez moi, n'est pas la même que pour vous. Je m'en fous un peu de ce qui se pense aujourd'hui. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est 10 ans après, si je vis jusque-là, mais pour l'instant, ça a été vrai, de ne pas être gêné par ce que j'avais fait, ce que j'avais écrit ou ce que j'avais pris scientifiquement comme position. Et c'est le cas. Donc pour l'instant, je suis très serein avec moi-même. Moi, je cherche l'estime de moi-même. La vôtre, je m'excuse. Je suis content si vous me trouvez très bien, mais en réalité, ça ne change pas ma vie. Vous voyez, en réalité, l'estime que j'ai de moi, bien entendu, je suis un stoïcien. La seule chose qui m'intéresse, c'est l'estime de moi-même. J'ai encore 2 questions à vous poser. La première, c'est le personnage que vous êtes. Vous dites, je ne cherche pas la polémique. Elle ne m'intéresse pas. Mais quand vous avez des formules comme lorsque vous étiez au Conseil scientifique, parce que vous avez été nommé au Conseil scientifique, vous en êtes parti en disant, le consensus, c'est pétainiste.
quand vous avez des formules comme ça, C'est vrai, c'est vrai. vous cherchez forcément la polémique, Non. vous cherchez forcément la lumière d'une certaine Je manière. n'ai pas dit. Attendez, vous confondez deux choses. Le consensus, c'est Pétain. Vous confondez deux choses parce que, encore une fois, vous êtes dans votre métier. Vous confondez le désir de polémique ou l'acceptation de la polémique et la recherche de la notoriété. Je cherche absolument pas la notoriété. Alors, je vous assure, j'en suis même, c'est pesant. La polémique, au contraire, j'ai jamais dit que je voulais pas de polémique. Écoutez, j'adore le conflit intellectuel. Je pense même, il n'y a pas de science sans conflit intellectuel. Et dernière question, la politique, vous dites ça m'intéresse pas. Vous êtes resté en contact avec Emmanuel Macron? Vous vous êtes rappelé depuis, parlé, SMS? Non, parce que moi je lui ai dit, et puis je reste comme ça, encore une fois, c'est mon histoire, je m'excuse, je vais dire une chose, parce que j'imagine qu'il y a des oiseaux qui me voient comme de manière caricaturale. Vous savez, je suis une famille, je suis la 4e génération d'officiers de la Légion d'honneur. Je suis pas un voyou, vous savez. Et donc, j'ai un sens, je vous l'ai dit, je suis de ce pays depuis longtemps, j'aime ce pays, j'ai des liens très profonds avec l'Afrique aussi, mais je suis au service de ce pays, que les dirigeants soient de gauche, de droite ou du milieu. À chaque fois qu'on m'a demandé de participer à quelque chose, je l'ai fait. À chaque fois qu'on m'a demandé si je pouvais aider, de donner mon avis, je l'ai donné. Et donc, à chaque fois que je pense que j'avais quelque chose d'intéressant, je l'ai transmis au plus haut niveau. Et donc, je n'ai pas de rupture avec ça. Après, encore une fois, vous savez, j'ai beaucoup d'indulgence pour les gens qui font ce métier parce que je ne voudrais pas le faire. Donc, ça, on a compris. C'est pas bon. Pas de politique. Sauf que, alors, vous avez donné votre accord pour participer à une revue qui s'appelle Front Populaire, autour de Michel Onfray notamment, et qui clairement entend défendre un nouveau discours, un discours populiste, c'est pas un terme désobligeant. Et comme vous pourfondez facilement les élites, les Parisiens, est-ce que vous vous inscrivez, vous, dans cette mouvance-là d'idées? Non, écoutez, alors je vais vous faire un aveu terrible, je ne pourfends pas du tout les élites. C'est que nous n'appelons pas les élites la même chose. Enfin, vous n'êtes pas sérieux. Parisienne, vous les pourfendez? Non, ce que je pense, c'est que Paris a une espèce de... Le Paris actuel, hein, qui n'est pas le Paris ancien, où il y a de très grande gloire, y compris dans la famille. Le Paris actuel ressemble au Versailles du XVIIIe siècle. Ce que vous vivez, ça ressemble beaucoup à Saint-Simon. Si vous lisez Saint-Simon, vous verrez, ça ressemble beaucoup. Ces espèces de chuchotements, de babillage, d'excitation par qu'est-ce qui s'est passé. Hier, la marquise disait ceci, peut-être le roi a couché avec un tel. Vous voyez, c'est un monde, pour moi, c'est un microcosme qui est déconnecté de ce qui se passe dans le reste du monde. C'est mon avis, c'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que je le perçois quand j'y vais. Ça me gêne, c'est comme ça que je le perçois. Et donc, ce que vous appelez l'élite, si vous voulez, c'est des gens qui disent nous sommes l'élite, mais vous savez, ça n'est pas l'élite pour moi. Donc c'est autre chose. Je n'ai rien contre l'élite. Au contraire, je suis extraordinairement élitiste. Et je pense que moi, je fais partie de l'élite. C'est affreux. Je m'excuse de vous dire ça.